Alors, on a une intervention donc enregistrée de Jacques Patrice que je vais présenter, hein, donc, qui est référent santé au Conseil national de l'air. Lui-même, il est épidémiologue, je crois. Il est en Hauts-de-France, il est président d'Atmo Hauts-de-France. Et il nous a fait l'amitié de nous faire une présentation de l'impact de l'ozone sur la santé en une petite vingtaine de minutes. J'ai vu que Jean-Luc Lassalle était présent, je te le dis au passage, hein, pour Santé publique France. Donc, s'il y a des questions, donc on a quelques acteurs de santé qui pourront y répondre. Je la lance en espérant que ça. Bonjour à tous, à toutes. Donc, je vais vous parler de la santé et de la pollution photochimique. Bon, j'espère que ça ne va pas être trop L'avez-vous? difficile. J'ai essayé d'être clair, mais c'est un sujet très complexe, hein. Donc, première diapo. Ceci vous permet de suivre un peu ce que je dis. Donc, les pollutions photochimiques, dont l'ozone est évidemment un des principaux représentants, mais il n'est pas le seul et loin de là. Les pollutions photochimiques concentrent toutes les composantes de la problématique qualité de l'air et du lien inextinguible avec la santé environnementale. Je dis bien santé environnementale et non pas simplement la santé humaine. Tous les règnes du vivant sont concernés. En effet, elles sont véritablement, ces pollutions, un catalyseur au sens propre du terme. Elles interviennent dans toutes les réactions liées à la pollution de l'air en augmentant les vitesses de ces réactions ou en provoquant des réactions par leur seule présence. Nous pourrions aller jusqu'à dire qu'elles sont devenues un enjeu de santé publique. Alors, quand on évoque la pollution photochimique et la santé, le premier élément et de loin le plus délétère est le stress oxydatif, c'est-à-dire le pouvoir oxydant de cette pollution. Le stress oxydatif est la cause initiale de plusieurs maladies: cancer, cataracte, sclérose latérale amyotrophique, qu'on connaît mieux sous le nom de Charcot, vieillissement accéléré, dégénérescence neurocérébrale. Il est un des facteurs les plus prégnants de maladies multifactorielles, telles les polyarthrites rhumatoïdes, les maladies cardiovasculaires, etc. Je dirais que par là, les maladies dont nous parlons, si vous voulez, sont toujours multifactorielles, car elles font intervenir à la fois des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Alors, pour expliquer cette pollution photochimique, faisons un rapide détour par les radicaux libres pour bien saisir ce qu'est un stress oxydant. Bon, j'essaie d'être clair parce que c'est pas facile, hein. Un radical libre est un atome ou une molécule avec un électron célibataire sur sa couche externe, qui donc le rend très instable par sa forte tendance à réagir pour ne pas rester dans cet état avec un électron célibataire. Si bien qu'ils sont à l'origine de nombreuses réactions d'oxydation biologique. On les nomme pour cela les ROS. C'est un acronyme anglo-saxon qui est chez nous très fréquent, et on n'emploie plus que celui-là d'ailleurs, qui veut dire espèce oxydative réactive. Alors, ces espèces d'oxygène réactifs, ce sont les radicaux superoxydes, c'est-à-dire les singulés d'oxygène, les anions superoxydes, les peroxydes d'hydrogène, les radicaux hydroxydes, pour la plupart. Alors, il faut savoir que ces radicaux libres sont, d'une part, d'origine exogène, très agressifs. Alors là, ils proviennent évidemment et directement de la pollution de l'air, ce qui nous intéresse ici, mais il ne faut pas oublier les autres qui sont endogènes et qui sont libérés par nos cellules, notamment par leurs mitochondries. Vous savez que les mitochondries, c'est un peu le moteur de la cellule et justement, elle est chargée de nombreuses réactions chimiques qui créent justement des radicaux libres. C'est donc, voilà, j'ai écrit donc les mitochondries dans la mesure où c'est la mitochondrie qui fournit l'énergie à la cellule. Mais ils ont aussi pour mission de détruire les espèces pathogènes dans le contexte d'une réaction inflammatoire. Le problème, c'est qu'à parfois, ils dépassent largement leur but et la réponse inflammatoire, qui salutaire, devient agressive. C'est pourquoi le vivant, c'est aussi doté de tout un système antioxydant, des enzymes, je passe le glutathion, la dismutase, etc., des vitamines A, C, E et des métaux comme le sélénium et le zinc. Alors, il existe à l'état repos de la cellule
un équilibre entre le système oxydant et le système antioxydant dont je viens de parler. On parle alors d'équilibre redox, homéostasie redox, donc c'est-à-dire un équilibre. S'il y a des équilibres, alors on parle de stress oxydant. Dans ce contexte, il est fort utile de mesurer évidemment le potentiel oxydant, c'est-à-dire la capacité inhérente des particules à oxyder les substrats et donc à produire des ROS par des processus généralement abiotiques cellulaires. Par exemple, les cellules qui sont impactées par les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, et les COV, les composés organiques volatiles, dont nous faisons les études au niveau des asquas, elles vont entraîner la production de ROS par leur propre système interne enzymatique, notamment je pense au cytochrome P450, bien connu, et ces ROS vont ainsi s'ajouter à ceux issus de la pollution photochimique. Ce qui nous permet de rappeler que jamais une pollution ne peut être isolée du point de vue sanitaire. Il faut toujours l'étudier en tant que telle, car nous sommes toujours confrontés à un ensemble de pollutions dont le premier effet est d'agir et d'interagir surtout et de démultiplier ainsi leurs effets. C'est là en quelque sorte ce que je pourrais appeler leur consubstantielle nature. Cette multifactorité, le fait qu'elles réagissent tous ensemble et qu'elles, évidemment, elles démultiplient leurs effets délétères. C'est pourquoi nous avons développé depuis quelques années ce fameux concept d'exposome, c'est-à-dire ce concept nous permet de prendre en compte l'exposition tout au long d'un individu, tout au long de sa vie, et justement de tenir compte de tous ces, comment dirais-je, tous ces aspects de multifactorialité, de tous les éléments qui agissent, qui interagissent entre eux dans notre propre organisme ou carrément dans l'air que nous respirons. C'est pour ça que ce concept d'exposome est très important. Il a d'ailleurs plusieurs entrées, chimiques, physiques, environnementales, mais aussi, n'oublions pas, l'aspect psychosocial, car nous ne sommes pas tous égaux devant la qualité ou devant la mauvaise qualité de l'air, je devrais dire. Donc, il rentre dans le cadre de la santé environnementale, One Health, qui est aujourd'hui bien étudié par un certain nombre de groupes au niveau de l'État, du gouvernement, qui met les fameux PNSE 3, 4, etc., où nous avons des groupes de travail qui travaillent effectivement sur cet exposome. Il y a un progrès notoire depuis quelques années. Alors, pour revenir à nos ROS, c'est-à-dire nos espèces réactives d'oxygène, et au processus pathologique qu'elles créent, le stress oxydatif programme ce qu'on appelle un syndrome de chevauchement, c'est-à-dire chevauchement entre les ROS oxygènes et les ROS endogènes, produites par les mitochondries, auxquelles s'ajoute évidemment l'oxyde nitrique, qui est produit par les cellules humaines pour éradiquer les pathogènes. N'oublions pas celui-là, car le vivant, l'organisme, sait très bien se défendre. Mais évidemment, le problème, c'est que si cet oxyde nitrique, je rappelle qu'il est produit par les macrophages notamment, qui nettoient le terrain et qui leur permet de repérer et de débarrasser des invasions bactériennes, le problème c'est que ce chevauchement forme un complexe hautement délétère, responsable d'un débordement du système immunitaire. Évidemment, ça entraîne un renforcement des mécanismes pro-inflammatoires, passant aussi d'une inflammation qui est au départ salvatrice, c'est tout à fait normal. Quand j'ai de la fièvre, ça veut dire que mon corps réagit et qu'il réagit bien, mais comme ça c'est une chronicité qui se met en place, on peut parler d'une inflammation pathologique qui est durable, et c'est le gros problème de toutes ces inflammations chroniques qui, à force, si vous voulez, détruisent le système immunitaire et détruisent en même temps soit nos cellules, soit les organes. Alors, venons-en aux effets. Les effets sont principalement des nécroses des cellules, donc destruction des cellules, entraînant leur mort par différentes voies. Il y a beaucoup de voies d'ailleurs qui entraînent les cellules dans leur mort, mais aussi des dégradations tissulaires, qui à son tour libèrent des néo-antigènes qui vont réactiver le système humain à auto-entretenir une réponse qui est tout à fait inappropriée, inflammatoire. Vous voyez, c'est ça la chronicité.
c'est le fait que le système humain entretient ou s'auto-entretient, quelque part, dans une réponse qui est trop chronique, trop longue, trop inappropriée, avec des libérations de cytokines, vous savez, ces protéines inflammatoires qui provoquent des véritables orages cytokiniques. On en a parlé par exemple dans le Covid, où certaines personnes, enfin, plusieurs personnes sont décédées justement par un orage cytokinique, c'est-à-dire que euh, l'organisme se trouve envahi par ces cytokines qui sont des protéines qui sont très intéressantes au départ, mais elles sont tellement nombreuses que ça finit par aboutir à une conversion des cellules immunes en cellules totalement immunosuppressives. D'où vous avez par exemple une évasion tumorale, les tumeurs échappent ici, mais aussi la mise en place d'un processus de nécrose des cellules neuronales, par exemple. Je pense aussi à toutes les neurodégénérescences auxquelles on peut insister. Et donc là, c'est pas très gai. Alors, le problème, c'est que tous ces effets, pour l'essentiel, agissent au niveau de l'ADN ou du RNA, peu importe, c'est-à-dire sous forme de mutation. Le même effet qu'on retrouve, par exemple, avec les radiations. Et je vais dire que nous sommes ici, là, donc, au cœur du vivant. Là où tout se décide, au cœur de l'élaboration de la vie, pourrait-on dire, où l'avenir de chacun de nous se dépend. C'est pour ça qu'au départ, je disais tout de suite que la pollution photochimique est non seulement le principal catalyseur, touchant le cœur du réacteur. Et elle touche ainsi tous les règnes du vivant, hein, l'animal, l'homme, etc. Et aussi le botanique, le végétal. Les agriculteurs savent bien l'effet délétère de l'ozone sur le rendement de leur récolte. Alors, je continue sur ces effets délétères. En attaquant les protéines, donc via le DNA et via les chaînes de transport des électrons, les ROS activent, réactivent même les centres de l'inflammation, ce qu'on appelle les inflammasomes, qui entraînent une toxicité, une dégénérescence neurofibrillaire, c'est-à-dire une attaque des réseaux neuronaux, des connexions, des synapses. Et nous avons ce que nous appelons une inflammation stérile, parce qu'il n'y a pas de phénomène bactérien, infectieux, viral, etc. C'est justement des, des inflammations stériles, mais qui protègent, qui ont tout un cortège de pathologies plus graves les unes que les autres, et surtout dont les incidences progressent aujourd'hui de façon inquiétante. Ce sont les pathologies neurodégénératives, hein, ces pathologies neurogénératives qui sont d'ailleurs aujourd'hui un problème de santé publique. Hein, il suffit de voir les prévalences qu'il peut y avoir pardon, au niveau de l'autisme, par exemple, qui en fait partie, différentes formes d'autisme hein, d'ailleurs, les déclins cognitifs qu'on a dans le Parkinson, qu'on a, mais pas uniquement, mais qui sont ici aggravés sur ce terrain parkinsonien par ce problème des déclins, de la confusion, de la sénescence prématurée, c'est-à-dire qu'on vieillit beaucoup plus vite, etc. Alors, je vais passer un peu, excusez-moi. Alors, j'ai cité Charcot, j'ai cité les attaques. Alors, Charcot, par exemple, par rapport à l'autisme, ici, c'est l'atteinte des connexions des motoneurones, hein, le déclin cognitif, etc. Par attaque, justement, de la microglie, c'est-à-dire attaque du réseau macrophage qui entoure le système nerveux central pour assurer sa surveillance et son intégrité. Donc, nous avons toujours ici affaire à des pathologies immunes, c'est-à-dire ces systèmes immunitaires qui n'est plus capable d'agir comme il devrait. Alors, à côté de ces pathologies, nous connaissons les dommages causés par la pollution photochimique. Parce que ce dont je viens de parler, c'est très peu étudié finalement. C'est étudié par nous, les immunologistes, mais c'est très peu rendu public. Par contre, là, nous connaissons bien la pollution photochimique sur l'appareil respiratoire. Les études sont plus nombreuses, elles sont aussi plus datées par rapport à ce que nous venons d'évoquer, et notamment par l'ozone, qui est en premier sur les muqueuses et voies respiratoires hautes, avec toujours ce même effet inflammatoire, et qui les fragilise et les rend vulnérables donc aux agressions des polluants que nous connaissons bien, comme l'inox,
les HAP, les COV, etc. Et il y a donc une réactivation des récepteurs de ces cellules épithéliales, pas seulement les cellules épithéliales des voies respiratoires hautes, mais aussi basses, et notamment les cellules endothéliales. C'est-à-dire les cellules endothéliales, c'est celles qui tapissent la paroi interne des vaisseaux sanguins. Et c'est celles qui sont chargées justement de faire la relation entre le sang, le courant sanguin, et la physiopathologie interne. Et c'est là où, justement, par les cellules épithéliales et cellules endothéliales, pardon, que les polluants sont transportés jusqu'aux organes, jusqu'au au cœur de l'organisme. Et ce sont alors, rappelons quand même que ces cellules endothéliales sont aussi la cible privilégiée des virus comme le coronavirus, on l'a vu dans le Covid, qui, par l'intermédiaire d'un récepteur cellulaire qu'on a, qui est chargé de protéger les cellules, induit des mécanismes supportant des maladies cutanées, comme la maladie, comme la dermatite atopique, c'est-à-dire l'eczéma atopique, le prurite, l'hypersensibilité, etc. Vous voyez, nous sommes là dans un contexte de contact énorme entre cette cible privilégiée que représente la cellule endothéliale et un certain nombre d'agressions. Ici, je parle de virus, mais on devrait rester concentré sur nos polluants. Mais j'oublie pas que si le virus, comme le coronavirus, a pu s'étendre aussi vite et faire une épidémie mondiale, c'est aussi parce que sa porte d'entrée, c'était la cellule endothéliale qui est elle-même soumise à d'autres polluants. Dans un contexte sain, c'est-à-dire si on avait tous respiré un air sain, c'est-à-dire sans NOx, sans HAP, sans COV, sans etc., je pense que les virus comme le coronavirus se seraient développés beaucoup moins vite. Là, la cellule endothéliale était déjà fragilisée, ce qui a permis au virus de rentrer encore plus facilement. Voilà. Alors, je n'oublie pas évidemment toutes les polynoses allergiques qui sont facilitées par la fragilisation des muqueuses de l'appareil respiratoire. Donc toujours ce même processus de fragilisation qui permet en plus aux particules polliniques qui ne sont pas des polluants, évidemment, mais qui sont rendues beaucoup plus agressives par l'ozone et par les radicaux libres, les ROS. Pourquoi? Parce que ces ROS sont capables de, de s'absorber, ce n'est pas une absorption, hein, c'est une adsorption au niveau de la membrane de la partie extérieure de la particule pollinique, qui la transforme et qui la rend en quelque sorte beaucoup plus agressive et beaucoup plus pénétrante. D'où ce mécanisme. Ce mécanisme aussi a aussi la particularité, comme c'est noté là, de casser les jonctions serrées des cellules qui forment les barrières physiologiques entre l'organisme et l'environnement, que ce soit d'ailleurs au niveau pulmonaire, cutané, intestinal, et le fait que ces jonctions serrées soient fragilisées, soient même détruites par ces ROS et par l'ozone, fait justement que bah, c'est la porte ouverte à toute agression. Pulmonaire, on les connaît bien, mais cutanée, c'est pour ça que je parlais de dermatite tout à l'heure, ou intestinale, avec tous les problèmes, les rectocoliques hémorragiques, les maladies de Crohn, etc. Tout ce qui est en ce moment nous pose vraiment problème parce que la prévalence augmente d'année en année. Voilà, voilà. Alors, donc, si vous voulez, en guise de conclusion, je dirais que la pollution photochimique démultiplie les effets nocifs des divers polluants de l'air que nous respirons. Et nous connaissons évidemment au niveau pulmonaire, mais n'oubliez pas, et j'insiste beaucoup en guise de conclusion, que les effets pulmonaires sont évidemment premiers, sont évidemment, enfin, je ne dirais pas premiers, ils sont importants, mais je dirais qu'ils ne sont pas premiers au sens délétère du terme, au sens de pathologie, car les pathologies qu'elles mettent en cause, comme on les a vues, les pathologies immunes, les pathologies au niveau même de l'auto-immunité, fait qu'elles sont beaucoup plus délétères et beaucoup plus morbides. La morbidité est beaucoup plus accentuée à ce niveau-là, parce qu'elle touche l'ensemble de l'organisme. Le problème du système immunitaire, c'est que c'est un problème systémique. Il n'est pas affecté à tel ou tel organe, c'est un ensemble. Le système immunitaire comprend toute la, comment dire, il comprend tout l'organisme, des pieds à la tête. Il est partout présent et c'est lui qui assure l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il assure le développement harmonieux de notre organisme. Il suffit évidemment qu'à un moment donné, il remplisse plus ce rôle et c'est tout le système qui est, qui est contaminé, qui est
en cause. Et tout le système, c'est tout l'organisme vivant. C'est beaucoup plus important. Ça ne se limite pas simplement à un organe comme les poumons, le pancréas, etc. C'est tout. Et vous retrouvez ce genre de pathologie. Alors, je parlais du système nerveux central, mais vous retrouvez aussi au niveau du pancréas, par exemple, où les cancers de la tête du pancréas sont en augmentation épouvantable aujourd'hui. Et c'est un genre de cancer qu'on ne sait pas guérir et qui est très létal en très peu de temps en plus. Voilà. Bon, je ne veux pas être alarmiste, mais là, nous avons quand même un problème de santé publique évidemment important. Alors, on pourrait aussi le rendre moindre si justement on faisait plus confiance à notre pouvoir antioxydant des organismes. Je pense par exemple aux vitamines antioxydantes qui peuvent nous aider. Ah, c'est eux qui sont bien connus, la D3 aussi, cholécalciférol. Euh, mais le problème, c'est que la vitamine E, par exemple, tocopherol, très peu de gens en prennent. On ne fait pas des supplémentations dans ces vitamines-là, alors qu'elles sont pourtant antioxydantes et qu'elles font un rapide travail. Je pense à la tocopherol, la vitamine E, qui agit énormément sur, par exemple, sur la cellule endothéliale dont je parlais, et qui protège justement pour empêcher la peroxydation lipidique, que ces lipides viennent se déposés sur les plaques d'athérome à l'intérieur des vaisseaux, notamment des coronaires. Donc, il y a une protection par la vitamine E à la fois du cœur, du système cardiovasculaire en général. Ça permet aussi, quelque part, j'ai envie de dire aux gens qui fument, d'éliminer un peu, si vous voulez, ou contrecarrer un petit peu les effets des oxydes qu'on respire quand on fume. Bon, je ne dis pas ça qu'il faut, évidemment, vous pouvez fumer en prenant de la tocopherol, hein, vous serez garanti, non, pas du tout. Mais ces vitamines-là sont fondamentales pour la défense de l'organisme. Et le sélénium, évidemment, c'est lui le métal merveilleux par excellence, quoi. Donc, évidemment, il faudrait avoir une supplémentation dans ces éléments-là. Mais le problème, c'est que notre société a toujours été trop obnubilée par une trop grande hygiène. Et je dis ça aujourd'hui parce que finalement, cette théorie hygiéniste qui a quand même prévalu pendant des années, bon, on en est un peu sorti aujourd'hui, a fait en sorte qu'on a un système immunitaire beaucoup plus fragile. Parce que, si vous voulez, l'enfant, dès qu'il naît, il doit être associé, il doit être en contact avec un certain nombre de polluants, ce qui lui permet tout de suite que son système immunitaire s'établit, parce que quand il naît, le système immunitaire, il est à l'état de latent, si vous voulez, il est pas évidemment efficace. Il faut qu'il se développe au fil des années, au fil de ce que la mère peut donner au nourrisson, et ensuite au fil de ce qu'il peut respirer lui-même, pour justement qu'il soit beaucoup plus fort, qui est une tolérance au soi qui se met en place. Il y a des fenêtres temporelles bien précises dans l'enfance et même dans l'adolescence jusqu'à l'âge adulte pour que ce système immunitaire se développe harmonieusement et progressivement. Donc, il faut qu'ils soient en contact avec un certain nombre de polluants. Je pense aux animaux, par exemple, hein, euh, à la terre aussi. Enfin, que le bébé se traîne par terre, c'est pas un problème. Il faut qu'il soit immunisé. Alors aujourd'hui, trop grande hygiène, c'est-à-dire beaucoup trop d'antibiotiques, beaucoup trop de substances comme ça, euh, antiseptiques, dit-on, il faut que tout soit bien propre, fait que justement, on a eu l'effet contraire. C'est que bah, les maladies se sont accentuées, hypersensibilité notamment, maladies auto-immunes, etc. Voilà, j'espère pas avoir été trop long ni avoir été trop compliqué. Enfin, j'espère que c'est clair ce que j'ai expliqué. Voilà ce que je voulais vous dire sur la pollution photochimique. Bon, ce n'est qu'un début, hein, on pourra en parler après si vous voulez, dans un autre webinaire. Et je suis désolé de ne pouvoir être en direct avec vous pour répondre à vos questions, étant à Paris avec l'ANSES sur les perturbateurs endocriniens. Vous voyez, on ne change pas de sujet, on est toujours dans la santé. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis aussi à bientôt sûrement. Merci à vous. Bien, bon, écoutez, on va reprendre le fil de notre webinaire. Je pense que Pierre-Charles pourra remercier chaleureusement Jacques pour la qualité de son intervention, hein, J'étais en train de le faire par SMS, donc je le fais très volontiers en direct au cours de cette présentation, hein. J'ai souvent l'occasion d'être avec Jacques et nous avons souvent des discussions fort intéressantes et j'apprécie beaucoup la façon qu'il a de présenter les choses.
Voilà, donc encore merci, merci Jacques, hein, et je vous laisse lui poser des... Enfin, malheureusement, vous ne pouvez pas lui poser des questions en direct, hein, mais sachez que si vous souhaitez lui poser des questions, je crois que l'équipe Atmosud vous l'avez déjà dit, vous pouvez soit le mettre dans le chat, hein, soit envoyer un petit message à Atmosud qui transmettra. Voilà. Et comme Jacques nous invite à faire un autre webinaire, ça ne nous a pas échappé. Donc la prochaine fois, on lui proposera d'être présent. On tiendra compte évidemment de ses disponibilités. Euh, Autour de la Mon SMS, hein, quand même. en visioconférence, nous avons également Jean-Luc Lassalle et Olivier Coulon de l'ARS qui sont là aussi pour répondre à des questions, hein, s'il y en a. Peut-être pas sur l'immunologie de façon aussi pointue, hein, parce que vous avez compris, c'est vraiment son sujet. Voilà, je ne vois pas de questions arriver. Michel. Voilà, je viens de réactiver le son. Je voudrais parler des particules oxydantes. Et précédemment, j'aurais aimé poser la question sur, on parle beaucoup de la formation de l'ozone, mais le cycle de l'ozone, c'est de se former et surtout d'être détruit, de disparaître. Et il peut même, dans des jours consécutifs, passer de 0 à 100 et de redescendre à 0. Et s'il y a accumulation d'ozone, c'est parce qu'il n'y a pas de dissociation de cet ozone ou pas d'absorption ou de transformation. Alors, ce qu'on a noté, nous, c'est que quand on fait rentrer de l'ozone, de l'air extérieur, on ferme les portes, l'ozone, en un quart d'heure, baisse des 2 tiers. Et l'on dit que l'ozone a réagi avec les meubles, avec les rideaux, avec les tapis, etc., et avec nous-mêmes. Donc, il y a absorption de l'ozone et disparition de l'ozone tous les jours. Et il faut également parler des conditions pour faire disparaître cet ozone. Alors, il y a des antioxydants. On vient de voir que dans le corps, il y a des antioxydants, justement, pour diminuer le potentiel oxydant, ce qui provoque le stress oxydatif. Alors, ce qui est dangereux, nous, dans la pollution de l'air, c'est qu'il y a non seulement l'ozone qui va agir directement, mais il y a un autre facteur, c'est qu'il y a des microparticules, et plus les particules sont fines, plus leur surface est grande. Et l'ozone, c'est un gaz qui a tendance à s'absorber. Et ce sont donc des microparticules qui vont pouvoir, et on le sait, elles voyagent ensuite dans tout le corps, transportées par le sang, avec les conséquences que l'on peut voir. Alors, les courbes, il y a des courbes qui existent et qui sont très bien montrées par Pierre Souvet, c'est l'augmentation des maladies neurodégénératives qui, elles, viennent de démarrer après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire à partir du moment où on émet de plus en plus de microparticules. Et ces microparticules sont non seulement des particules solides ou liquides, qui sont des corps étrangers, mais je pense que ce sont en même temps des corps étrangers oxydants, qui sont le véhicule de l'ozone. Vous m'avez entendu? Je ne suis Oui, pas sûr. Michel, merci. Oui, Merci. oui. Donc, il y a des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle le POTOX, l'étude POTOX. Et il faut ajouter quand même qu'actuellement, il en a parlé, ces maladies neurodégénératives, il y a 1,2 million en France de personnes. Ce qui veut dire qu'il y a 1,2 million d'aidants et c'est en croissance de 200 000 personnes par an. Donc c'est vraiment très dangereux, tout simplement. Et ce ne sont pas des morts, on ne les compte pas dans les morts, mais ce sont du côté des invalides. Ce sont des maladies invalidantes. C'est vrai qu'avec l'ozone, en fait, on a des réactions chimiques tout simplement. C'est-à-dire que c'est un composé qui est très oxydant. Et dans le processus qui a été décrit par Michel sur l'entrée de l'ozone dans une pièce, on sait qu'il va réagir avec les surfaces. Hein, c'est parfaitement vrai. Et c'est l'équipe d'Henri Bortam qui a travaillé sur cette question. C'est finalement qu'est-ce que ça induit. Et vous savez que pour ceux qui suivent ces sujets, une des molécules qui est suivie à l'intérieur des bâtiments, c'est le formaldéhyde.
Et on était un peu surpris de constater que finalement, le formaldéhyde augmentait l'été, ce qui était un peu contre-intuitif parce que finalement, l'été, on a plus tendance à ouvrir les fenêtres. Et donc, l'accumulation supposée des émissions des matériaux, en quelque sorte, ne devait pas être à la hausse. Et en fait, cette hausse, elle a été parfaitement expliquée par les réactions hétérogènes qui sont associées finalement à l'ozone qui rentre, et les différents radicaux, hein, les ROS maintenant pour les intimes, maintenant que Jacques nous a fait cette présentation, et qui réagit en fait avec les surfaces et qui produit du formaldéhyde. Et donc, on voit bien que, et c'est un petit peu ce que nous a dit Yann tout à l'heure, voilà, on est un peu obligé d'élargir un peu la focale. Et si on s'en tenait simplement à l'ozone, on se dirait bah, finalement tout va mieux. Et si on regarde finalement la production de formaldéhyde induite par des réactions hétérogènes, c'est-à-dire de surface, en réalité, on engendre une dégradation dans la pièce.